Bon, on va commencer. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Marc Royer. Essentiellement, je veux dire, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le monde comme projet Manhattan, des laboratoires de nucléaire à la guerre généralisée aux vivants. C'est une chose, j'avais écrit un autre livre auparavant qui s'intitulait La science creusée de l'inhumanité, c'est une chose qui était parue à l'Harmattan, dont je voudrais récupérer les droits pour le réécrire, donc je suis en pleine discussion avec l'Harmattan, mais bon. Et puis, je fais partie de la BAM, de la bibliothèque associative de Malakoff. Et déjà, à la bibliothèque associative de Malakoff, on a fait quelques réunions sur la question du nucléaire. Moi, en 2016 et 2017, j'ai fait un séminaire, 2 années de suite, à la bibliothèque. Et puis, je dois dire que c'est là où j'ai entendu pour la première fois parler de manière, intelligente, circonstanciée, politiquement très intéressante, du nucléaire et notamment de Bure en 2016, en juillet 2016. Et donc voilà, les présentations. Bon, après, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur à l'aéroport de Paris et puis dirigeant syndical aussi à l'aéroport de Paris. Je ne suis plus dans l'esclavage salarié quotidien depuis quelques années, ce qui me laisse le loisir de penser. Et où on s'aperçoit d'ailleurs avec tous les copains, par exemple, qui continuent à bosser, quoi, que vraiment c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est-à-dire, bon, de tous les points de vue. Bon. Et donc ce dont je vais parler ce soir et demain soir. Donc ce soir, je vais plus particulièrement parler de l'histoire du projet. Le projet Manhattan, c'était le nom de code de la fabrication en fait des premières bombes atomiques aux États-Unis. Et demain soir, je parlerai de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont les conséquences politiques, philosophiques, théoriques, anthropologiques, etc., qu'on peut tirer de cette histoire du nucléaire. Alors, concernant l'histoire de ce projet, c'est un projet qui a été initié en 40 aux États-Unis. Il a commencé dans les années 40, mais il a vraiment pris toute son ampleur après la déclaration de guerre de décembre 1941 des États-Unis au Japon, après Pearl Harbor. Et il a pris aussi, il a commencé à prendre sa dimension au printemps 1942, lorsque à Berkeley, à l'université de Berkeley, il y a eu le premier séminaire auquel participait Robert Oppenheimer, et dans lequel ils ont discuté avec Vannevar Bush des possibles utilisations de la réaction en chaîne. Quelqu'un a dit, je ne me souviens plus qui, qu'en fait, avant-guerre, en 1938, tout ce qui concernait le nucléaire pouvait tenir sur une seule table. Ce qui n'était pas faux. Ça n'est qu'en juin 1939, et notamment au travers des brevets qu'avait déposé Joliot-Curie à ce moment-là, que le bombardement des atomes en vue de leur fission avait été pensé comme une réaction exothermique, comme disent les scientifiques, une réaction dont la puissance pouvait être des milliers de fois supérieure à celle qui était provoquée par les explosifs connus jusqu'à ce jour. Et notamment
combustion de l'hydrogène qui était la réaction la plus exothermique, c'est-à-dire la plus puissante. Donc à ce moment-là, Joliot en 1939, Joliot-Curie, entrevoit que le fait de casser un noyau atomique, ça va libérer une énergie des milliers de fois supérieure à l'énergie qui était libérée par tous les autres types d'explosifs utilisés jusqu'à ce jour. C'est 39. 39, septembre 1939, la guerre est déclarée, donc toutes les publications là, des physiciens s'arrêtent pour éviter que cette question se répande, en fait, soit connue et soit utilisée. C'est ce qui fait d'ailleurs que Einstein, en août 1939, écrit une lettre à Roosevelt sous la pression d'un autre physicien qui s'appelle Léo Szilard. Et il écrit cette lettre à Roosevelt en lui disant « Attention, attention, il se peut que les nazis fassent de leur côté aussi une bombe atomique. » C'est une lettre hyper connue qui est tout le temps citée quand on parle de l'histoire nucléaire. Bon. Enfin, cette lettre, si vous voulez, signée par Einstein, mais ce n'est pas lui qui l'avait rédigée, donc c'est Léo Szilard qui l'avait rédigée, est considérée comme le point de départ, en fait, en quelque sorte, de cette question nucléaire. Ceci dit, ce n'est pas un point de départ essentiel parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes, notamment, par exemple, il fallait avoir de l'uranium. Et il se trouve qu'il y avait des gens comme M. Sangier, qui était directeur des mines dans le Congo belge, je ne me souviens plus le nom m'échappe à l'instant, et qui, lui, avait compris que l'uranium était une matière qui pouvait s'avérer importante et dont il pourrait peut-être tirer profit aussi, parce qu'il était directeur de mine. C'est dans le Katanga, au Congo belge. Donc il y avait 1200 tonnes d'uranium qui étaient entreposées à Staten Island, juste à côté de New York. Ça s'est révélé un élément important dans la construction des bombes atomiques. Il n'y a pas que ces éléments-là, il y a d'autres éléments. Hein. Donc il y a la lettre d'Einstein, il y a la déclaration de la guerre, il y a les premières réunions, comme je disais tout à l'heure, à Berkeley, là où ils commencent à cogiter. Et notamment, par exemple, ils se disent, bon, est-ce qu'on va utiliser la fission nucléaire pour faire des torpilles sous-marines, par exemple, ou bien est-ce qu'on va utiliser le fait de la fission et du fait que les radionucléides se répandent partout pour empoisonner l'eau au Japon. Et à ce moment-là, Oppenheimer a cette réflexion à Berkeley, au printemps 1942. Si ça ne peut pas tuer plus de 500 000 personnes, ça ne vaut pas le coup. Berkeley, ça c'est dans les archives. Bon, j'ai travaillé en fait sur les archives des États-Unis en ligne pour toute la partie historique. Et donc il y a en septembre 1942, il y a quelque chose qui se auparavant, en juillet 1941, les Britanniques, eux, étaient beaucoup plus avancés sur la question nucléaire que les États-Unis. Et il y a un comité qui s'appelait MODE, Military Atomic Uranium Detonation. Et en fait, en juillet 1941, sous la pression des nazis, des bombardements, etc., les Britanniques pensent qu'ils n'auront pas l'infrastructure suffisante pour développer le projet. Donc ils envoient tout ce qu'ils savent, ils l'envoient aux États-Unis, en juillet 1941. Ça, c'est aussi un élément très très important. Juillet 1941. Donc avant la déclaration de guerre entre le Japon et les États-Unis, qui date du 7 décembre 1941. Excusez-moi de ce retour en arrière, ça m'arrivera de temps en temps de faire des retours en arrière comme ça. Je vous prie de m'en excuser. Et donc, en septembre 1942, arrive quelqu'un de très très important qui s'appelle Leslie Groves, qui est un militaire et qui est le responsable du génie, ce qu'on appelle le génie dans l'armée des États-Unis. C'est quelqu'un de très important qui va devenir le chef du projet, globalement, du projet. C'est un militaire, donc. Et en fait, il a été choisi, pourquoi ? Parce que c'était le chef du projet des immeubles du Pentagone
qui sont construits à l'époque et qui sont restés il y a encore quelques années, le plus grand ensemble de bureaux du monde, le Pentagone. Donc c'est lui qui avait été chef de projet pour ce truc-là, et comme il avait réussi son truc, donc ses supérieurs militaires lui ont dit, bon ben, en gros tu as montré ton savoir-faire dans un projet énorme, voilà, il y a ce projet qui est de construire la bombe atomique, donc tu vas t'occuper du projet. Et en fait, il a dynamisé ce projet. Il a fait aussi une chose importante. Dès les débuts, il y avait des universitaires, des chercheurs universitaires qui s'intéressaient à la question atomique. En fait, il s'est débrouillé pour les marginaliser et donner plus le pouvoir aux industriels et aux militaires, parce qu'ils se méfiaient du fait que les universitaires qui, eux, travaillaient dans les laboratoires universitaires, pouvaient, à un moment donné ou l'autre, remuer dans les brancards, en quelque sorte, politiquement, et puis dire on n'est pas d'accord, pour que ça soit utilisé de telle ou telle manière, etc. Donc Groves s'est débrouillé pour changer, si vous voulez, le centre de gravité de ce projet, qui était au départ, c'était presque stricto sensu des chercheurs universitaires, et déplacer le projet vers les industriels et vers les militaires. Et le projet était chapeauté, il était cloisonné de façon à ce que à garder le secret en fait de ce projet en quelque sorte. Et le projet était tellement secret que par exemple, il y avait une commission aux États-Unis qui s'appelait, c'était une commission sénatoriale qui avait été instituée pour suivre tous les industriels qui participaient à la guerre. C'était une commission sénatoriale très puissante dirigée par Truman, qui par la suite va prendre la présidence quand Roosevelt va mourir, le 12 avril 1945. Et cette commission était chargée de surveiller tous les industriels. Pourquoi ? Parce qu'en 14-18, Dupont de Nemours avait tiré des profits fabuleux de l'engagement des États-Unis dans la guerre, en 17. Et il y avait eu un scandale aux États-Unis dans les années 30 qui était le suivant, c'est qu'il avait été reproché à Dupont de Nemours d'avoir fait du fric à partir de la guerre. Donc, ils avaient institué cette commission pour surveiller que, en fait, les industriels ne fassent pas de surprofit, en quelque sorte, sur la guerre. Donc, cette commission était très puissante, elle avait été fondée par Truman, mais même cette commission n'était pas au courant du projet tel qu'il a été lancé en 1940, puis vraiment... Pour de vrai, si j'ose dire, en 1942, il n'était pas au courant. Et même quand Truman est arrivé président, parce qu'il a été élu vice-président en 1944, en juillet 1944, eh bien, il n'était pas au courant du projet Manhattan. C'est dire que le projet était strictement cloisonné. Ensuite, il s'appuyait sur 32 sites aux États-Unis. Quand je dis 32 sites, ça veut dire les universités, des laboratoires, des villes secrètes aussi. Il y a eu 3 villes secrètes. Il y a eu Hanford, il y a eu Oak Ridge, et il y a eu Los Alamos, qui est beaucoup plus connu. À Hanford, ils ont construit des réacteurs pour produire le plutonium. Je simplifie. Hein. À Oak Ridge, là, ils ont mis au point l'enrichissement de l'uranium. Et à Los Alamos, c'est là où il y avait toutes les têtes pensantes, dont un certain nombre de prix Nobel, et qui, là, ont fabriqué l'arme, en quelque sorte. Donc, je vais parler de Groves, qui arrive sur le projet en 1942, pour les raisons que j'ai expliquées. Il va donc cloisonner, et tout va être surveillé. Dans ces villes secrètes, notamment, on ne pouvait pas entrer et sortir comme ça. Elles étaient gardées. Il y avait tous les services secrets, espionnage, contre-espionnage, des militaires, etc., etc. Et donc, autre élément important, c'est qu'en décembre 1943,
en décembre 1943, tous les scientifiques britanniques, il y en avait une cinquantaine, dont Peirce, dont d'autres prix Nobel, dont le nom va me revenir, décident de partir de Grande-Bretagne et d'aller rejoindre Los Alamos. Donc, à peu près 50 scientifiques de très haut niveau britanniques rejoignent le projet à Los Alamos en décembre 1943. Ça va être un élément important. Donc vous voyez bien, et là j'ai presque pas dit grand-chose encore, si j'ose dire, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est qu'au fur et à mesure du projet, disons entre 42 et 45, il va y avoir, suivant les périodes et suivant le stade de construction des différents sites, entre 120 000 et 500 000 personnes qui vont travailler à ce projet. Je répète, il y avait 32 sites. Et entre 42 et 45, il y a eu, tout ça c'est documenté, c'est référencé, archivé, etc. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente évidemment. Hein. Il y a entre 120 000 et 500 000 personnes qui vont travailler à ce projet. C'est énorme. Mais en plus, il faut dire que dès le début du projet, tous les grands industriels des États-Unis sont là. Alors, il y a Bell, le téléphone, il y a Dupont de Nemours évidemment, il y a Monsanto, dès le départ. Il y a Kodak, il y a Union Carbide, qui se sont illustrés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, à Bhopal, 20 000 morts, hein, je ne sais plus, c'était en 86, c'est ça? Décembre 86 ou 84? Avant Tchernobyl. Donc c'était en 84 ou 86. Et donc, et puis j'en oublie là, il faudrait que je prenne la liste, mais tous les grands industriels sont là dès le départ. Et en fait, comment de rien du tout, en 40, il n'y a rien. Là, il tablent simplement, il y a l'hypothèse qu'on peut fissionner les atomes en les bombardant d'électrons et qu'on peut dégager une énergie et qu'il peut y avoir une réaction en chaîne. Eh bien, comment se fait-il que quelques années, 3-4 ans plus tard, ils arrivent à ce résultat? C'est qu'en fait, ils mettent au point deux choses très importantes. Et c'est Groves qui est le maître d'œuvre en l'occurrence. Il met au point ce qu'il appelle la stratégie parallèle. C'est-à-dire qu'ils font en même temps les recherches théoriques et pratiques sur comment on enrichit l'uranium, comment on produit le plutonium, etc., etc., comment on va faire la bombe au plutonium, comment on va faire la bombe à l'uranium, etc. Donc, ils mènent de front en même temps les recherches fondamentales, le développement de ces recherches fondamentales, l'industrialisation des procédés, par exemple pour enrichir l'uranium, et la mise au point finale des bombes. Ils font tout en même temps. Ils construisent, par exemple, Hanford, c'est un site construit au milieu de nulle part qui fait 15 fois la circulation, je vais dire, 15 fois la surface de Paris. 15 fois la surface de Paris, Hanford, construit au milieu de nulle part. Oak Ridge, c'est 2,5 fois la surface de Paris. À Hanford, il y a 200 km de voies ferrées. Il y a des bus qui amènent les gens travailler, c'est des 900 bus qui amènent les gens travailler dans ce lieu-là. C'est énorme dans ces trois cités qui sont Hanford, Oak Ridge et Los Alamos. Donc, et des chercheurs, après, même des chercheurs états-uniens, diront que s'ils avaient, comme on faisait dans le temps, dans l'industrie, d'abord fait la mise au point, la recherche, ensuite la mise au point, puis après l'industrialisation, etc., etc., eh bien, ils auraient mis entre 3 ans et 12 ans de plus à fabriquer leur bombe atomique. Donc, c'est ce qui s'est appelé la stratégie parallèle. Ça, c'est très, très important. Bon. Il y avait, donc je répète, cet énorme déploiement de matière grise. Il y avait des milliers de chercheurs. Au départ, ils étaient 6 000, mais à la fin, ils ont été beaucoup plus nombreux. Il y avait cet énorme déploiement, de sites, de nombre de sites qui ont travaillé sur le projet. Il y avait d'infrastructures et de personnel, et aussi cette stratégie parallèle donc, qui se met en place pour aller plus vite, en quelque sorte.
Bon, je vous passe sur les détails parce que je ne veux pas vraiment rentrer dans les questions techniques, etc., parce que je pense que, un, ça prendrait du temps, et deux, il vaut mieux en venir aux questions fondamentales. Et les questions fondamentales, ce sont entre autres celles-ci, c'est que, comment dire, oui, alors, ça n'est que dans le premier semestre, de 1945 qu'ils arrivent à obtenir du plutonium et puis de l'uranium suffisamment enrichi. Dans les premiers 6 mois de 1945. Mais auparavant, à l'été 1944, à Los Alamos, il y a ce que Chadwick, voilà, Chadwick c'est un des Britanniques dont le nom m'échappait tout à l'heure, qui est parti de Grande-Bretagne en décembre 1943, rejoindre Los Alamos, qui était prix Nobel, physicien. Et donc, il y a, à l'été 1944, à Los Alamos, Oppenheimer avait demandé à Groves, il avait dit, bon, est-ce que vous pouvez desserrer un peu le cloisonnement? C'était un cloisonnement comme une organisation secrète. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu desserrer le cloisonnement? Parce que nous, chercheurs, nous avons besoin de parler entre nous, etc. Et puis Oppenheimer avait accepté de relâcher un peu le cloisonnement. Donc il y a eu un after-dinner, comme disait Chadwick, à l'été 1944. Et dans cet after-dinner, et c'est Joseph Rotblat, un autre physicien, qui le rapporte, dans cet after-dinner, Groves, donc le patron du projet, dit à un certain nombre de scientifiques qui sont réunis là, il dit « J'espère que vous avez bien compris que la bombe qu'on est en train de fabriquer en ce moment n'est plus destinée aux nazis. » Ben oui, parce qu'à l'été 1944, bon, les nazis sont déjà au 36e dessous. Le 8 mai 1945, il va y avoir l'armistice et la défaite des armées nazies. Donc, je vous rappelle, il y a eu en novembre 1942 le débarquement allié en Afrique du Nord. Avant ça, en juin 1941, les nazis, c'est l'opération Barbarossa, attaquent l'Union soviétique en juin. Ils perdent, en fait, c'est la bataille de Stalingrad, etc. C'est un désastre pour les armées nazies. 41-42, ça dure longtemps. Donc en 1942, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Au printemps 1943, de nouveau un débarquement des Alliés en Sicile. Donc en fait, les nazis sont sur plusieurs fronts. Et on voit, tous les historiens maintenant sont d'accord, et puis même à l'époque, tout le monde voyait bien qu'en 1944, notamment en été 1944, tout le monde était conscient que la bombe atomique, en fait, ne serait plus dirigée contre les nazis. Puisqu'en fait, ils étaient en voie d'être défaits, en fait. Et que la bombe elle-même n'était pas prête, d'ailleurs. Il s'en faudra d'un cheveu pour qu'elle soit pas prête aussi, comme on pourrait dire, pas prête, entre guillemets, quoi. Donc, arrive le 8 mai 1945, signature de l'armistice, défaite des armées nazies en Europe, donc fin de la guerre en Europe. Et bon, ben là, c'est clair que la bombe atomique, elle ne peut plus être dirigée contre les nazis. Et donc, je reviens à l'été 1944. Donc, Joseph Rotblat, dans un documentaire que vous pouvez voir sur Internet, raconte que lui, il a compris que la bombe n'était plus dirigée contre les nazis, ce qui était le point de départ, en fait, de la création de la bombe atomique. Et donc, il décide de quitter, s'enfuir de Los Alamos. Mais il n'a pas pu s'enfuir comme ça. Ça lui a pris quelques mois parce qu'on ne pouvait pas partir et on ne pouvait pas sortir de Los Alamos comme on voulait. Et ensuite, en plus, le FBI l'a suivi, a monté tout un pataquès, je vous passe les détails, contre lui, l'accusant de vouloir sortir les secrets pour aller les porter aux soviétiques, des choses comme ça, ce qui n'a jamais existé, quoi. Mais c'est le seul scientifique, Joseph Rotblat, c'est le seul scientifique qui est parti du projet parce qu'il avait compris que la bombe atomique n'était plus dirigée contre les nazis. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les autres n'étaient pas moins intelligents que lui? Pourquoi ils ont continué? Je ne donne pas de réponse, là, vous verrez dans le livre, j'espère, que c'est quand même un truc important. Hein. Ça, c'est quand même une question importante, quoi. Pourquoi ils ont continué à bosser sur le projet alors qu'ils savaient pertinemment que ça n'était plus dirigé contre les nazis? Bien.
arrive donc le 8 mai, mais avant le 8 mai, il y a la mort de Roosevelt. Roosevelt meurt le 12 avril 1945, et qui prend sa place? C'est le vice-président Truman, qui avait été élu en juillet 1944. Juste un petit truc sur Truman, ça c'est aussi les archives. Truman était renommé pour avoir le même degré, le même niveau d'intelligence que Bush fils, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pire que ça, ce qu'on trouve dans les... En fait, pourquoi il est arrivé vice-président? Parce qu'il était démocrate. Il était déjà l'homme de paille d'un sénateur dans le Texas, qu'il avait poussé devant comme ça, parce que ça l'arrangeait. Mais au congrès de juillet 1944 du Parti démocrate, il y avait quelqu'un qui s'appelait Wallace et qui était quelqu'un de gauche, très à gauche. Et pour barrer la route dans le ticket avec Roosevelt, comme on dit aux États-Unis, pour barrer la route à Wallace et qu'il ne soit pas vice-président, une fraction du congrès du Parti démocrate a poussé Truman, qui finalement s'est retrouvé élu vice-président. Mais, enfin, je cite des détails, si vous voulez, de sa réaction quand il se retrouve président le 13 avril à la mort de Roosevelt. Il est totalement dépassé par les événements, totalement. Il a un poisson pilote qui va très vite, qui va même être nommé en juillet secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. C'est un ancien avocat d'affaires, déjà à l'époque, qui s'appelle Barnes, et qui s'occupait d'une commission qui était chargée, une commission de guerre, qui était chargée de donner les priorités de crédit dans les armements. Et ce Barnes, donc, va être le poisson pilote de Truman, et il va jouer un rôle important, et il va faire partie des 4 personnes, comme auraient dit certains, de la bande des 4, qui vont être les 4 personnes les plus déterminantes dans l'usage de la bombe atomique au Japon, donc, à savoir Barnes, donc cet ancien avocat d'affaires qui va devenir secrétaire d'État, Stimson, le secrétaire à la guerre, Oppenheimer, évidemment, et puis Truman, le dernier. Groves, le dernier, Groves. 4. Ce sont les 4 personnes, si vous voulez, à chaque fois que se poseront des questions dans différents comités, ce sont les 4 personnes qui vont faire la décision. Parce que, je vous passe les détails, bon, je vais y revenir. Mais donc, 13 avril, Truman devient président des États-Unis. Le 8 mai, fin de la guerre en Europe. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai pas mal étudié les archives, parce que j'ai aussi une formation d'historien. Entre avril et août 1945, à 8 reprises, et certainement beaucoup plus que ça, parce que il faudrait lire le japonais, je ne lis pas le japonais. Mais moi, j'ai vu à 8 reprises que le gouvernement japonais approche l'administration des États-Unis pour signer la paix. Parce qu'à cette époque, Okinawa, la bataille est perdue pour le Japon en juin, c'est une bataille majeure. La flotte, il ne reste plus rien de la flotte japonaise. Dans l'aviation, il n'y a plus que des jeunes, très très jeunes, qui sont employés comme kamikazes. Toutes les grandes villes japonaises ont été bombardées. Il y a 8 millions de déplacés et, suivant les estimations, entre 800 000 personnes et 1 200 000 personnes qui sont décédées à cause des bombardements massifs des États-Unis. Donc, en fait, le Japon est à genoux. Il y a aussi, ce dont je rencontre dans le livre, des réunions des Headquarter Office, des GQG, des quartiers généraux de l'armée des États-Unis, qui disent on peut mettre à genoux en quelque sorte le Japon, l'obliger à faire la paix. Il n'y a pas besoin de les envahir pour ça, il y a plusieurs scénarios, etc. Mais en fait, ce qu'ils décident, ces 4-là, c'est qu'ils pensent, à travers la bombe atomique, qui n'est pas faux, détenir une arme de terreur massive qui leur permettra de prendre le leadership politique et militaire dans le monde. Et donc, en fait, écoutez bien ce que je vous dis, ils vont prolonger sciemment la guerre du Pacifique parce que les bombes ne sont pas encore prêtes et qu'ils veulent faire la démonstration de la puissance de ces bombes sur des villes peuplées de plusieurs millions d'habitants. Ça,
c'est des comptes rendus que j'ai traduits dans le bouquin. C'est le comité, ça s'appelle le comité de la cible. Et donc, ils ont des difficultés, je vous passe sur les difficultés techniques de mise au point. Bon, c'est pas très intéressant. Enfin bon, ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas fondamental. Et donc, ils font un premier essai, parce qu'ils sont pas sûrs notamment de la bombe au plutonium. Pardon. Pourquoi ? Parce que la bombe à l'uranium qui va être envoyée sur Hiroshima, ils sont à peu près certains que ça peut fonctionner parce que c'est un dispositif classique. C'est lequel ? C'est en fait le dispositif de la détonation, c'est-à-dire pour qu'il y ait une réaction en chaîne, il faut qu'il y ait une masse critique. Et il suffit, en quelque sorte, de scinder cette masse critique en deux et de faire en sorte qu'il y ait une des deux masses qui soit projetée violemment contre l'autre. Et à ce moment-là, la masse critique est atteinte et commence à se produire une réaction en chaîne. Ça, c'est ce qui se produit dans un canon, tout simplement. C'est le principe de base de la bombe atomique à l'uranium, celle qui sera envoyée à Hiroshima. Mais pour la bombe au plutonium, dont ils espèrent beaucoup, ça ne marche pas. Parce que la réaction en chaîne ne se fait pas. Dans ces conditions, elle ne se fait pas. En fait, il faut faire tout à fait autre chose. Il y a plein d'innovations en fait dans le projet Manhattan qui auront des conséquences dans toutes les sphères d'activité humaine. En fait, il faut construire une sphère creuse de plutonium au milieu de laquelle on place une boule de plutonium et tout autour de ça, on met des explosifs de façon à faire affaisser la sphère sur le noyau de plutonium. C'est ce qu'on appelle l'implosion. C'est plus comme dans un fusil, se faire rencontrer deux masses pour que ça arrive à la masse critique, non, c'est plus ça. Il faut que ça s'affaisse comme ça, et c'est une bombe à implosion. Donc, Oppenheimer décide Groves à faire un essai dans le désert du Nouveau-Mexique, à Alamogordo. Il baptise la bombe, il la baptise Gadget, et le site, l'expérience elle-même va être baptisée Trinity. Toujours quelque chose de religieux avec les États-Unis. Et donc, ils font exploser cette bombe le 16 juillet 1945 à 5h30 du matin. Et Groves avait bien préparé son coup, parce que, en fait, l'éclair se voit à 150 km, la détonation 200 km, etc. Donc, il avait préparé des communiqués de presse en disant, il envoie ça à toute la presse, en disant, dans le désert, cette nuit, un dépôt d'armement et de munitions extrêmement important a explosé, mais sans perte humaine. Et après, il donne moult détails pour amuser la galerie, etc. En fait, ils avaient déjà construit, tout un storytelling, comme diraient certains, c'est-à-dire toute une histoire pour faire avaler la pilule, quoi. Il y avait des commissions qui s'occupaient de ça. Il y avait même une commission qui s'est occupée de l'histoire même du projet. C'est le Smith Report, qui va être publié le 12 août 1945, c'est-à-dire 3 jours après Nagasaki. Il publie tout un bouquin, Smith Report, auquel d'ailleurs certains copains se réfèrent encore, alors que c'est un truc de propagande totale, quoi. Enfin bref. Et donc ils font exploser la première bombe le 16 juillet 1945, et là, ils avaient fait évacuer toute la zone, etc. Mais il y a quand même des gens qu'ils n'avaient pas vus dans un canyon à 32 km au nord-est, qui sont les Radcliffe et les Wilson, et qui sont irradiés, quoi, parce qu'il y a des retombées. Il y a des retombées, et puis ils les mesurent aussi. Ils mesurent toutes les retombées à l'époque, etc. Ils mesurent même 15 jours après, ils ne comprennent pas tout de suite, mais ça va être vite compris, c'est qu'en fait, les radiations sur le site même, qui étaient très importantes, surtout dans les premières heures, mais en fait, 15 jours après, les radiations grimpent 4 à 11 fois plus fortes que ce qu'elles étaient 8 jours après l'explosion. Ils se disent, mais comment se fait-il ? Et puis certains font la relation, en fait, avec le jet stream.
Parce que les jet streams sont des courants. Le nuage radioactif, il savait ça. Il avait monté à 12 000 mètres, 12 km d'altitude. C'est l'endroit où il y a les jet streams. Et en fait, les jet streams font le tour de la Terre. Et en fait, pourquoi la radioactivité avait remonté 15 jours après sur la côte ouest des États-Unis et sur le site? En fait, c'était le reste du nuage radioactif, qui revenait. Et ça, vous pouvez, même si vous allez sur le site de l'IRSN ou de la SN, ça a été valable pour toutes les explosions atmosphériques. Ce qui fait que, par exemple, nous, en France, on peut dire que dans l'hémisphère nord, ici, on a pris 13% de toutes les retombées radioactives, de toutes les expériences atomiques atmosphériques qui ont été faites que depuis 1945. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, c'est un détail important, cette histoire-là. C'est un détail important. Pourquoi? Parce que, il prolonge la guerre pour faire l'essai atomique sur des villes et sur des habitants. Parce qu'à un moment donné, il y a des physiciens, en juin 1945, avec Frank, avec un physicien qui s'appelle Frank, à Los Angeles, il dit « Bon, on ne va pas envoyer cette bombe sur les civils quand même. » Et il dit « Faisons-la exploser dans le désert, amenez tous les diplomates japonais pour leur montrer la puissance de cette bombe. » Et à ce moment-là, ils vont comprendre. Et Oppenheimer dit « Une bombe qui éclate dans le désert, c'est zéro. » Donc, ils prennent la décision, c'est plus compliqué que ce que je vous le dis, mais en fait, ils financent, ils arrivent à doubler les politiques sur des questions techniques, vous voyez ce que je veux dire, ils les bypassent, ils les doublent. Je ne vous raconte pas les détails, mais c'est vraiment succulent. Et donc, de fait, ils vont prolonger la guerre jusqu'à temps que les bombes soient prêtes. Alors, le 16 juillet explose cette première bombe. À ce moment-là, Truman est en route sur le navire qui s'appelle l'Augusta entre les États-Unis et l'Europe. Et Truman avait rédigé un ultimatum au Japon en leur disant rendez-vous, c'est sans condition, mais on gardera votre empereur, on ne touchera pas à l'institution impériale, etc. Et Barnes, sur le bateau, sur l'Augusta, il arrive à décider, Truman, de enlever cette partie de l'ultimatum. Ce qui fait que cet ultimatum ne disait pas ce qu'allait advenir de l'empereur et du système impérial, et ça, aucun Japonais ne pouvait l'accepter. Et il savait très bien ça, Barnes et les autres. Il savait que en envoyant un ultimatum aux Japonais dans lequel l'avenir de l'empereur ou de l'institution impériale n'était pas assuré, ce ne serait pas accepté par le Japon. Donc, c'est pour ça que je dis que Barnes, c'est le poisson pilote de Truman, et il a été très important. En fait, il y a Pourquoi il va en Europe? Parce qu'il y a les rencontres de Potsdam entre Staline, Truman, et puis l'autre alcoolique de première, là. Churchill, oui, merci. Le Prime Minister, comme ils disent, donc à Potsdam, qui démarre le 17 juillet. Et donc il y a des témoins qui disent, mais quand Truman reçoit le câble de Groves, comme quoi l'essai il a réussi, il était comme des gamins qui ont caché des grosses pommes rouges dans leur poche. C'est une tournure idiomatique de la langue anglaise. Ça veut dire que il se sentait plus, quoi, en fait. Et en fait, Truman a changé totalement son attitude par rapport à Staline parce qu'il savait qu'il avait l'arme la plus puissante du monde, que ça avait marché, que l'explosion avait marché. Et donc, ils envoient l'ultimatum aux Japonais, cet ultimatum corrigé, qui savent que les Japonais ne peuvent pas accepter. Ils l'envoient le 26, mais ils envoient l'ordre de bombarder le 25, la veille. D'accord? Je répète, ils envoient l'ordre de bombarder le 25 et l'ultimatum le 26. Donc, c'était clair. Non seulement ils ont prolongé la guerre, mais en fait, ils ont façonné en quelque sorte l'ultimatum pour que les Japonais ne puissent pas accepter cet ultimatum. Et ils préparent les bombardements, en fait. Bon, ils bombardent le 6 août Hiroshima avec la bombe à uranium.
Le 8 août, à Londres, il y a un petit phénomène, un petit truc qui se passe. C'est que c'est la première réunion du juridique qui va instituer le tribunal de Nuremberg et qui va bosser sur le crime contre l'humanité. Le 8 août. Et le 9 août, il y a le bombardement de Nagasaki. Juste, je vous dis une chose qui, moi, m'a étonné aussi, c'est que, en fait, cette construction juridique du crime contre l'humanité, le 8 août et quelques mois après, eh bien, comme moi, vous pensez sûrement qu'une construction juridique, elle est valable universellement et pour tout être humain. Eh bien, non. Ce crime contre l'humanité, les Alliés l'ont rédigé de telle manière qu'eux-mêmes ne pouvaient pas en être accusés. C'est-à-dire qu'ils s'excluaient dans les textes. Juridiquement, c'est un peu étonnant. Oui, c'est étonnant. Mais c'est comme ça. C'est l'histoire de l'élaboration de ce concept. Ce crime contre l'humanité, les Alliés s'en étaient exclus dès le départ. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui encore, les États-Unis refusent de faire partie de tout tribunal pénal international, ce qui est quand même à son importance, hein, parce qu'on a par exemple les îles Marshall qui ont servi de base aux explosions nucléaires des États-Unis, qui ont attaqué certaines puissances nucléaires, mais ils ne peuvent pas attaquer devant la Cour de justice internationale, ils ne peuvent pas attaquer les États-Unis, puisque les États-Unis ne reconnaissent pas cette Cour de justice internationale. Je ferme cette parenthèse. Donc, comment dire, donc ils bombardent 6 août Hiroshima, 9 août Nagasaki. Un détail au passage, qui a son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre, si ce n'était pas aussi dramatique. C'est qu'en fait, dans le comité, ce qui est appelé le comité de la cible du projet, ils ont discuté à un moment donné de l'hypothèse de bombarder Kyoto. Pourquoi ? Parce que Kyoto était considérée comme une ville où il y avait des artistes et des intellectuels, et qui était une ville culturellement et historiquement très importante dans la vie du Japon. Et donc il y avait des personnes, les survivants d'un bombardement de Kyoto, seraient mieux à même de rendre compte de la puissance de la nouvelle arme. Vous voyez le cynisme, ça va jusque-là. Ça peut vous paraître étonnant, hein, ce que je dis là. Hein. Ça peut vous paraître étonnant, mais je vous assure, si vous lisez le livre, vous le verrez noir sur blanc. Je l'ai traduit, ça a été contesté par aucun historien jusqu'à présent. Hein. Aucun historien n'a contesté ce qui est écrit là. Donc, pourquoi ils n'ont pas bombardé finalement Kyoto ? Parce que Stimson, qui était un homme du 19e siècle, qui était le secrétaire à la guerre, avait été à Kyoto et il a dit non. Il ne faut pas bombarder Kyoto parce que Kyoto est internationalement connu et ça va salir l'image des États-Unis, donc il ne faut pas bombarder Kyoto. Vous voyez l'argument déjà, un type d'argument avancé quoi, pour éviter de bombarder. C'est cynisme contre cynisme en fait. Voilà. Cynisme à cynique et demi quoi en fait. Bon, enfin, c'est quand même important de dire des choses comme ça. Donc, je voudrais laisser